Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de la préservation de l'héritage culturel et nous recevons sur notre plateau Madame Catherine Pégard. Vous êtes la présidente du château de Versailles. Bienvenue sur notre plateau. Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité, le château de Versailles est l'un des symboles majeurs de la France à l'étranger. Le complexe de châteaux et palais a été la résidence des plus importants rois de France, et principalement Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Au départ modeste château, construit par Louis XIII pour la chasse, Versailles est transformé par Louis XIV, qui fait construire le palais et les jardins que nous connaissons aujourd'hui, expression de l'absolutisme royal et incarnation de l'art classique français, où la cour et le gouvernement de la France s'installeront à partir de 1682. À partir de là, et jusqu'à la Révolution française, les rois de France qui se succéderont auront à cœur d'embellir le château, qui compte aujourd'hui plus de 63 000 mètres carrés répartis en 2300 pièces. Devenu le musée de l'histoire de France, Versailles attire chaque année des millions de visiteurs français et étrangers. Depuis octobre 2011, Catherine Pégard est la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Elle a bien voulu répondre à nos questions et nous faire découvrir un peu mieux les secrets de ce sanctuaire de la culture française. Je pense, avant de parler de la préservation de patrimoine culturel, l'héritage culturel, je pense c'est intéressant de parler un peu de votre travail à nos téléspectateurs, la présidente du château de Versailles. Alors, pouvez-vous nous décrire une journée habituelle de votre travail? On dit toujours qu'à Versailles, il y a une extrême diversité de métiers. Je crois qu'il y en a 52 métiers différents. Nous avons 1000 personnes qui travaillent à Versailles. Et donc, ma journée se passe à faire des choses extrêmement différentes qui peuvent aller de visiter les jardins avec les jardiniers pour voir l'état des plantes, ou aussi bien de travailler sur une exposition, ou bien d'avoir une réunion administrative, ou bien de recevoir des hôtes étrangers, ce qui nous arrive beaucoup, puisque, comme vous le savez, nous avons beaucoup de visiteurs étrangers à Versailles, ou bien d'aller vers le public et de rencontrer le public qui est aussi très nombreux à Versailles, puisque nous recevons 7,5 millions de visiteurs par an. Et donc mes journées, elles sont toujours à la fois trop courtes, mais en même temps tellement variées que je n'ai pas le temps de voir le temps passer, et que c'est un métier extrêmement complet qui s'apparente évidemment à la vie d'un directeur d'entreprise culturelle, d'un patron d'entreprise culturelle, mais aussi d'un chef d'entreprise. En fait, donc, c'est pas seulement se promener dans le jardin. Hélas, non. Et en fait, pour le château de Versailles, on dirait que c'est un reflet de la culture française. Vous êtes dans le jardin tous les jours. En quoi, en fait, ce château reflète-t-il la culture française, selon vous? Je crois qu'effectivement, on peut dire aujourd'hui que le château de Versailles demeure l'emblème culturel de la France. Vous savez que c'est Victor Hugo qui disait que le château de Versailles était le livre d'histoire de la France. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition pour parler du château de Versailles, puisqu'en effet, on peut traverser toute l'histoire de la France à Versailles, pas seulement celle des monarchies de l'Ancien Régime, mais aussi l'histoire qui s'est passée depuis. Le château de Versailles n'est pas un musée figé dans le passé, c'est un château qui vit dans son époque et qui, avec des périodes tragiques, avec des périodes heureuses, a traversé toute l'histoire de la France jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore nous recevons à Versailles des chefs d'État étrangers. Nous avons pu recevoir en 2014 le président Xi Jinping qui faisait une visite d'État en France. Et puis nous pouvons aussi bien montrer la chambre de Louis XIV que la salle où se réunit le congrès du Parlement aujourd'hui même en France, ou bien de montrer le plus beau mobilier du temps de Napoléon, le plus beau mobilier empire à Trianon, ou bien de révéler la vie de Marie-Antoinette. Donc on traverse ainsi toutes les époques, et je crois qu'on apporte à la fois une connaissance de l'histoire, mais aussi une connaissance des métiers, des savoir-faire, des métiers d'art, de l'art de vivre à la française. Tout commence un peu à Versailles quand on parle de création et quand on parle des arts. Vous avez dit que le château de Versailles, aujourd'hui, il reçoit beaucoup de visiteurs étrangers, et vous avez affirmé dans une interview précédente qu'il fallait montrer Versailles autrement.
Donc, quelles mesures avez-vous prises dans ce sens? Peut-être ça sert d'expérience pour les autres patrimoines culturels dans le monde. Oui, je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, nous recevons 75% de nos visiteurs sont des étrangers. D'ailleurs, à présent, les Chinois sont les premiers visiteurs de Versailles depuis quelques mois. Avant, c'était les Américains, mais ils ont été dépassés par les Chinois depuis quelques mois. Et on est très fiers et très honorés et très heureux que le monde entier vienne vers nous. Mais je crois que nous devons aller aussi vers les autres et aussi essayer de comprendre ce que chacun vient chercher à Versailles. Et je pense qu'un étudiant qui arrive du Brésil ne regarde pas forcément Versailles de la même façon qu'un étudiant chinois ou de la même façon qu'un professeur d'histoire en Angleterre. Donc chacun vient avec son rêve, avec sa connaissance, et nous devons essayer de comprendre ce qui fait que Versailles fait rêver le monde entier pour correspondre à ce rêve et surtout pour que la réalité ne déçoive pas ceux qui ont rêvé de Versailles avant d'y venir. Je sais que maintenant vous proposez beaucoup d'activités aux visiteurs, expositions, circuits pour les enfants ou des expositions. Comment avez-vous fait le choix d'événements? Et vous avez même organisé des bals masqués, je pense que ça va rêver les gens. Oui, je crois qu'il faut apporter une diversité comparable à celle qui est celle du lieu. C'est-à-dire, nous avons la chance avec le château de Versailles d'avoir un lieu qui nous offre toutes les possibilités possibles et imaginables. Et donc, nous devons essayer d'ouvrir toutes les portes du château, le maximum de portes. Alors, ça veut dire restaurer ce château, transformer, aménager les lieux pour recevoir un maximum de public, pour montrer des choses nouvelles. L'année dernière, par exemple, nous avons ouvert les appartements des filles de Louis XV. Et donc, vous avez 10 pièces à travers lesquelles vous pouvez suivre la vie de cour au XVIIIe siècle. Vous passez d'une bibliothèque à une chambre, d'une chambre à un salon de musique. Et là, vous comprenez comment se passait la vie de deux princesses au temps de Louis XV. Et puis, on peut ouvrir encore des bosquets pour montrer les fontaines, pour montrer les jeux d'eau à Versailles, qui sont très importants l'été. Et je crois qu'à travers tout ce que Versailles nous donne, nous pouvons enrichir notre offre pour le plus large public. Vous évoquiez à l'instant les bals. Effectivement, nous proposons maintenant chaque année un bal costumé. Nous l'avons même cette année, l'année dernière, ouvert aux petits-enfants, puisque vous pouvez avoir votre premier bal au château de Versailles pour les enfants de 10 à 15 ans. Nous voyons arriver des petites princesses au mois de juin à Versailles qui sont certainement très heureuses et très amusées de pouvoir se déguiser à Versailles. Et puis nous avons aussi beaucoup de concerts, beaucoup de musique, des musiques très sérieuses, des musiques qui le sont moins, de très beaux programmes avec les plus grands artistes du monde entier. Le 5 juillet, j'aurai la joie d'accueillir Lang Lang qui viendra donner un récital de piano à Versailles. Et c'est dire que à chaque instant, on essaie d'imaginer quelle peut être la vie à Versailles aujourd'hui. Donc, c'est plutôt faire revivre le lieu par des différentes activités. Oui, c'est le faire revivre, mais sans copier, sans vouloir pasticher ce que pouvait être Versailles. C'est nous devons partir de notre histoire et de l'authenticité de ce lieu. Nous avons la chance d'avoir encore des pièces qui sont intactes, des meubles qui ont été vus par Louis XIV. Il y a combien de pièces au total? Alors ça, c'est une colle. Personne n'est d'accord. Alors en général, on dit autour de 2000. Ah oui. Et c'est le domaine, l'ensemble du domaine du château de Versailles, c'est 800 hectares. Et comme vous le savez, c'est à la fois le château de Versailles, mais aussi deux autres petits châteaux qui sont le Grand Trianon et le Petit Trianon. Donc on a une grande diversité de propositions. Et je crois qu'on peut toutes les faire à condition de respecter le patrimoine et de respecter notre histoire et de respecter le lieu. C'est-à-dire qu'il ne faut rien transformer, il faut partir de la réalité et essayer de montrer le passé dans le présent. Lors du forum culturel franco-chinois, vous intervenez aussi sur la thématique de la soutien de la culture à travers le mécénat et la responsabilité sociale du patrimoine culturel. Quels sont vos points de vue sur ce sujet? Pouvez-vous nous expliquer un peu pour les téléspectateurs qui ne peuvent pas suivre votre participation?
Et je crois qu'aujourd'hui, le mécénat est très important pour des lieux culturels tels que le château de Versailles. Il faut de l'argent pour comme toutes ces dans activités, bien sûr, il faut beaucoup d'argent pour à la fois restaurer le château de Versailles. On a coutume de dire que le château de Versailles est un chantier permanent. Et c'est vrai que c'est un chantier permanent depuis l'origine. Chaque année, et depuis la construction du château de Versailles, on peut dire que le château de Versailles est en chantier, puisqu'il faut toujours refaire ce qui a été fait, réparer une toiture, arranger un tissu qui s'abîme, refaire la couverture d'un fauteuil. Donc nous passons beaucoup de temps et nous dépensons beaucoup d'argent à faire des travaux. Et puis il y a aussi des acquisitions qu'on essaie de faire pour remeubler le château de Versailles, donc d'acheter parfois des meubles de très grand prestige qui figuraient à Versailles au XVIIIe siècle et qui s'étaient perdus ailleurs au fil du temps, qu'on a la chance de pouvoir parfois retrouver aujourd'hui et qu'il faut acheter. Et puis il y a aussi toutes les activités d'exposition dont nous parlerons peut-être, toutes les expositions que nous faisons à Versailles et qui, elles aussi, sont coûteuses. Et donc l'appui de nos mécènes est fondamental pour pouvoir donner à voir autant de ce que l'on peut donner à voir de Versailles. Et nous, évidemment que c'est une de très grandes activités de chercher des mécènes. Et c'est pas seulement une histoire d'argent, et c'est ce que je voudrais pouvoir expliquer, c'est que bien sûr nous avons besoin d'argent, bien sûr nous avons besoin de donateurs, mais c'est une histoire de passion. Et les gens qui donnent, ils donnent parce qu'ils aiment Versailles, parce qu'ils aiment quelque chose du patrimoine, qu'ils soient français ou étrangers. Certains vont donner pour acheter un arbre des jardins de Versailles, d'autres préféreront donner pour réparer une statue, d'autres contribueront à la restauration d'un salon, et puis nous avons aussi l'aide des plus grandes entreprises qui nous permettent de faire les restaurations les plus coûteuses, mais à chaque fois c'est un choix qui est dicté par la passion que l'on peut avoir. Ceux qui vont soutenir l'art contemporain à Versailles, puisque nous avons chaque année une exposition d'art contemporain, ne sont pas les mêmes que ceux qui vont soutenir une exposition du mobilier du XVIIIe. C'est conforme au goût de chacun et à l'histoire que chacun partage avec le château de Versailles. Et je crois qu'à travers ce mécénat, nous pouvons remplir nos missions. Et nos missions, elles sont très importantes parce que c'est une mission de transmission des savoirs. C'est la mission de pouvoir faire accéder le plus grand nombre à la culture. Et c'est la mission aussi de faire connaître tout ce qui a fait la richesse du château de Versailles et tout ce qui fait aujourd'hui les métiers d'aujourd'hui. Quand les enfants viennent visiter Versailles, ils peuvent découvrir un meuble et voir le travail du menuisier, de l'ébéniste tel qu'il se faisait au XVIIe siècle. Ils peuvent aussi voir le travail des doreurs, puisque vous avez aussi des doreurs pour les meubles. Et on peut venir à Versailles, ce qui peut être demain un métier, ce qui peut être simplement un passe-temps parce qu'on a le goût de ces choses. Et je pense que dans la mission qui est la mienne, il y a la mission encore une fois, de donner accès au plus grand nombre, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit son origine géographique, la possibilité de vivre une expérience unique et de la vivre à Versailles. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut à la fois pouvoir s'adresser à ceux qui n'ont jamais entendu parler du château de Versailles avant d'y arriver, et puis aussi aux professeurs très érudits qui viennent d'Harvard ou de Oxford et qui, eux, viennent voir un point très précis du château de Versailles ou un meuble des collections du château et qui, eux, arrivent avec une idée déjà très aboutie de leur expérience. D'une exigence assez. Voilà. Donc je pense qu'il faut exigeants. essayer de... Pour nous, c'est difficile, mais il faut faire cette espèce de grand écart entre toutes les demandes qui peuvent être formulées. Et encore une fois, on ne peut le faire que si on a une connaissance juste de ce qu'est le château de Versailles et si on respecte ce qu'il est. Le château de Versailles ne ressemble à rien d'autre au monde, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de merveilleux endroits dans le monde, tels que la Cité interdite par exemple, qui procure une émotion incroyable quand on y pénètre. Oui. Et je me souviens que la première fois, quand vous arrivez, évidemment, c'est un choc. De la même manière que pour vous, je pense qu'arriver à Versailles, d'une certaine façon, c'est un choc. Et je pense qu'il faut que chaque lieu ait cette identité et qu'on respecte l'identité de chaque lieu parce qu'on vient justement y chercher quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs.
Mais en fait, je pense partout dans le monde, quand on parle de la préservation de l'héritage culturel, aussi quand on parle de mécénat, on pense à la privatisation, à la commercialisation des choses. Et par exemple, quand vous faites la coopération avec une grande marque de luxe française pour les foulards portant les signes Versailles, il y a de petites polémiques qui sont là-dessus. Parce qu'aux yeux du public, c'est toujours très contradictoire. Ils ont un sentiment que l'héritage culturel, c'est quelque chose un peu divine et qui ne permet pas d'être atteint par, porter atteinte par les marques commerciaux. Quel est votre point de vue sur cela? Je crois que d'abord, ces polémiques, comme vous dites, elles sont petites et elles sont de moins en moins nombreuses parce que je crois que la démonstration est faite du soutien que nous apportent ces grandes marques lorsqu'elles viennent aider le château de Versailles. Vous faisiez allusion à l'expérience que nous avons faite avec une grande marque. Je ne sais pas si on cite en Chine les marques ou si on ne les cite pas. On ne cite pas. Alors. On ne les cite pas. Et donc, cette grande marque a fait une édition limitée d'un carré, d'un foulard, avec un dessin de Versailles, chose qui n'avait jamais été faite d'ailleurs auparavant. Et le produit des ventes de ce foulard, qui encore une fois a été une édition limitée au bénéfice du château de Versailles, cette grande maison nous reversait la moitié du prix du foulard. Et donc avec cet argent, eh bien, nous avons pu restaurer un salon, une pièce de Versailles. Et moi je crois que c'est très important de pouvoir dire que certes, de grandes marques s'intéressent à Versailles, souvent parce qu'elles ont aussi une filiation avec Versailles. Vous savez, ce n'est pas d'hier que la mode est à Versailles. Au XVIIIe siècle, la mode était dictée en Europe. Eh bien, ça a continué. La mode est toujours je crois, un des grands atouts de la France. Et aujourd'hui, quand les marques de luxe s'associent au château de Versailles, c'est aussi parce qu'elles ont une histoire commune avec ce château. Et donc, ça n'est pas seulement commercial, c'est aussi un patrimoine commun que nous avons. Et à travers ce patrimoine commun, nous pouvons, encore une fois, j'insiste, en tenir ce patrimoine et le préserver. Par exemple, dans tout autre domaine, une autre grande maison qui s'occupe de l'auto et de jeux, vous savez, a fait un jeu pour Versailles. Alors quelquefois on a dit quand même, c'est un petit peu étonnant qu'on fasse un jeu si populaire pour le château de Versailles. Eh bien, le montant des gains de ce jeu qui a été donné à Versailles nous a permis de faire un ascenseur pour donner l'accès au château de Versailles aux handicapés. Et moi, je crois que là, nous avons fait notre devoir, car grâce à cet argent que nous n'avions pas, nous avons pu faire quelque chose de très important pour faciliter l'accès du château de Versailles. Donc, pour vous, toutes ces privatisations, ces coopérations, ça contribue à la fin à la préservation du site. Incontestablement, vous savez, grâce à des entreprises françaises, cette année, on va pouvoir restaurer le hameau de la Reine, cette petite maison que Marie-Antoinette avait voulu à l'écart de la vie de cour de Versailles. On va pouvoir restaurer une partie du Grand Trianon qui était la partie occupée le général de Gaulle pour accueillir ses hôtes étrangers. Et puis j'ai bon espoir aussi qu'on puisse bientôt, grâce à des mécènes, préparer des ateliers pour les enfants qui viennent au château de Versailles. Tout ça, c'est dans les mois derniers que ça vient d'être fait. J'ajoute que grâce à une grande entreprise française aussi, récemment, on a pu ouvrir le musée des carrosses du château de Versailles qui était fermé depuis plusieurs années. Les carrosses de Versailles sont magnifiques. C'est une visite qui est en elle-même une visite qui n'a pas besoin d'autre chose, qui n'a pas besoin d'accompagnement. Nous ne pouvions pas montrer ces richesses de ces carrosses qui traversent notre histoire. Eh bien, je crois que grâce à cette entreprise, nous avons pu ouvrir les portes d'un nouveau musée et je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est ça. Et l'accessoire, c'est les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Pensez-vous que vous êtes plutôt avoir la pensée un peu pionnier ou avant-gardiste dans ce domaine, dans la préservation, avoir une vision assez nouvelle?
Je crois que de vision plus assez en plus nouvelle. aujourd'hui, nous y sommes tous contraints parce que de plus en plus les États ont des difficultés à trouver les moyens d'aider ce patrimoine. C'est vrai dans beaucoup de pays et pas seulement en France. Beaucoup de mes collègues dans d'autres institutions font la même chose. Ce que je pense encore une fois, c'est que ça ne peut se faire que lorsqu'on raconte une histoire commune. Et lorsqu'on respecte la tradition de ce lieu qu'est le château de Versailles, ou de la même manière du Louvre, ou de la même manière du musée d'Orsay. Je pense que si on est juste dans ce que l'on dit, eh bien, on n'a pas de difficulté à faire une opération qui peut, au départ, avoir l'air commercial. D'abord parce que je pense que les entreprises, comme les particuliers qui s'engagent derrière nous, bien sûr le font parce que c'est aussi du prestige pour eux, et éventuellement une publicité quand il s'agit des entreprises. Bien sûr, c'est une publicité pour eux. C'est aussi un lourd tribut qu'ils donnent à la collectivité. Ils dépensent aussi de l'argent pour cela. Et je crois qu'ils le font parce qu'ils ont le souci de conserver l'image de la France dans le monde, et que cette image de la France, aujourd'hui, elle est véhiculée aussi bien par ces grandes maisons qui représentent aussi une forme de notre particularité, de notre singularité, et puis bien sûr par nos grands établissements qui maintiennent, je crois, la culture française parmi les cultures les plus importantes du monde aujourd'hui. Pensez-vous que votre vision quand même et vos activités sont en quelque part liées à votre précédente expérience comme journaliste, aussi comme conseillère du président? Je pense que j'ai eu effectivement un parcours qui est peut-être un peu atypique. Je crois que mon métier de journaliste m'a donné la curiosité. C'est important. Et je crois que, vous le savez comme moi, je crois que les journalistes, quelquefois, ne connaissent pas un sujet et ont le désir d'apprendre peut-être plus vite que les autres et ont la curiosité de faire des choses, de savoir pourquoi ou comment les choses se passent. De trouver la réponse. Et puis après, de trouver la réponse. Et moi, j'ai l'habitude de dire que depuis que je suis à Versailles, eh bien, j'enquête. J'enquête sur tous les sujets. Je fais une enquête quelquefois sur Marie-Antoinette, et puis une enquête sur les bosquets de Versailles, ou une enquête sur autre chose. Et une fois que j'ai compris ou que je me suis approprié le sujet, alors je crois qu'il m'est plus facile de décider. Et j'essaie toujours de me dire que lorsqu'on s'adresse aux autres, il faut qu'ils vous comprennent. Et donc je pense que c'est la mission d'un journaliste, c'est de faire passer une information, c'est de faire passer une réalité. Eh bien moi, je me sens le porte-parole du château de Versailles, et parler au mieux de ce château, et quel que soit mon interlocuteur. Mais avez-vous des moments difficiles au début, parce que votre nomination a fait polémique aussi? Mais j'ai tellement, je crois, la chance de travailler dans un des plus beaux lieux du monde, que j'ai oublié les critiques, et que j'espère que les autres les ont oubliés aussi, parce que j'essaie de faire mon travail le mieux possible. Oui, si on prend un recul maintenant, tout bien ça, sûr, ça il faut toujours bien. prendre du recul, et puis il faut aussi essayer de comprendre. Peut-être que lorsque j'ai été nommée au château de Versailles, c'était assez original. C'était la première fois, je crois, que quelqu'un avait suivi un parcours un petit peu comme le mien. Et donc il faut aussi faire ses preuves, donner... encore une fois, je crois qu'il faut être jugé à son travail, et que j'ai essayé de travailler depuis 4 ans pour démentir les critiques. Mais pensez-vous que votre parcours comme journaliste vous a préparé un peu à cette J'en suis polémique certaine. Aux polémiques peut-être. Encore que vous savez, quand les polémiques vous concernent, vous n'êtes jamais prêt, aussi prêt que lorsque vous les lisez dans un journal. Mais non, mon parcours de journaliste m'a préparé surtout à savoir me poser des questions, et j'espère à savoir en poser aux autres pour résoudre les problèmes. D'une manière générale, pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux pour les patrimoines des héritages culturels dans le monde aujourd'hui? Quels sont les nouveaux enjeux? Je crois qu'il y a deux types d'enjeux, et que j'essaie de ne pas rendre contradictoires mais complémentaires. Il y a à la fois la préservation de nos patrimoines. Je crois que c'est une question qui se pose dans le monde entier, et que c'est une question essentielle, la conservation des lieux, la protection de ces lieux, et en même temps l'ouverture de ces lieux. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui,
Tout le monde peut voyager, la culture s'est mondialisée. Je ne pense pas que ce soit un mal, c'est un bien. C'est un bien parce que c'est l'ouverture de tous nos pays. On a une chance extrême de pouvoir se parler aujourd'hui, de pouvoir aujourd'hui être en Chine et se parler du château de Versailles. Je crois que c'est quand même très récent que ces choses puissent se faire de cette façon-là, d'une manière aussi directe, et de penser qu'on pourra nous voir dans un autre pays du monde, dialoguer toutes les deux. Et je crois que ça, c'est une force de notre époque, la force de pouvoir mêler nos cultures, nous connaître mieux, garder nos différences, mais nous comprendre. Je crois que c'est ce que symbolise le château de Versailles. Je pense qu'il faut que nous préservions ce lieu, que, encore une fois, nous le rendions le plus accueillant possible aux autres, toujours en le ménageant, en lui gardant sa force, parce que c'est le lieu qui est le plus fort. Vous savez, nous passons tous, d'abord nous sommes tous passés à Versailles, et Versailles jusqu'ici est resté, et c'est toujours le même Versailles qui attire le monde entier. Et même si vous faites aujourd'hui une exposition d'art contemporain à Versailles, comme nous allons en faire une encore cet été, en accueillant Olafur Eliasson, bientôt, à la fin du mois au début du mois de juin, eh bien, ceux qui viennent à Versailles pour l'art contemporain, bien évidemment, après, ils vont visiter le château de Versailles. Et donc, s'ils ont une autre approche qui commence par l'art contemporain, ils remontent l'histoire à l'envers. Mais ils reviennent toujours au début, et donc, c'est toujours le passé qui va inspirer le présent, et c'est le passé qui nous permet aussi de regarder le futur. C'est pas du tout nostalgique. On n'a pas la nostalgie de regarder ce qui se passait avant nous. On a l'idée qu'il faut se nourrir de ce qui a existé pour regarder devant nous. Alors, dernière question, avez-vous des collaborations, envisagez-vous de collaborations en Chine? Comme vous le savez, nous en avons déjà eu, nous en avons eu plusieurs. En 2004, nous avons eu cette très belle exposition à Versailles qui s'appelait La Cité interdite à Versailles, dont tout le monde se souvient, je crois, en France. En 2014, nous avons fait une très belle exposition aussi pour marquer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine par le général de Gaulle. Cette exposition s'appelait L'influence de la Chine à Versailles au XVIIIe siècle, et nous avons appris beaucoup sur ce que la Chine a apporté à la France dès le XVIIIe siècle. Et là, nous nous préparons, j'espère que ça va être possible, à faire une exposition à la fin de l'année à Shanghai, autour de Marie-Antoinette, et peut-être l'année suivante, une exposition sur les jardins à Sunzhou. Alors, je vous remercie, Madame Catherine Pécard, d'avoir été avec nous et partagé le travail avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.